Merci, Monsieur le ministre. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées n'ont pu parvenir à un texte identique. Article 1er A que je mets aux voix immédiatement. Qui est pour? Qui est contre? L'article est adopté. Article 1er. Amendement numéro 15. Monsieur Giraud, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Il est proposé tout simplement de cantonner la tenue de marché dans des filiales et ce par suppression de l'alinéa 7 de l'article 1er. Merci. Madame la rapporteure, votre avis? Nous avons déjà eu la discussion en première lecture. L'ensemble de la tenue de marché n'est pas spéculative et donc avis défavorable pour cet amendement. Merci. Monsieur le ministre? Même avis. Merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 15 avec avis défavorable de la rapporteure et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Giraud, vous avez la parole sur le numéro 17. Merci Madame la Présidente. Nous sommes toujours sur la même logique. L'objectif du projet de loi est de réduire les risques pesant sur le système financier. La tenue de marché, bien qu'elle soit utile à l'économie, dans certains cas, présente un risque pour la banque lorsque cette activité devient trop importante. L'amendement adopté en commission donne un pouvoir d'appréciation à l'exécutif qui, pour notre sens, n'est pas suffisant. Il est le devoir du législateur de prendre position et cette disposition enverra un signal clair à l'Union européenne. Nous proposons donc de rédiger l'alinéa 7 de la manière suivante: à la tenue de marché, dès lors que les opérations n'excèdent pas un pourcentage du produit net bancaire consolidé fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, l'avis de la commission sur le 17, s'il vous plaît. Je pense sincèrement que la proposition de notre collègue est satisfaite par le texte existant et donc je l'invite au retrait, sinon avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 17. Même avis. Monsieur le député. Pardon? Maintenu. Il est maintenu. Donc je le mets aux voix avec avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 64. Monsieur Paul. Pardon? Il est retiré. Amendement numéro 50. Monsieur Sansu, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Sans négliger les avancées du Sénat sur le point des hedge funds, nous proposons avec cet amendement de fiscaliser l'ensemble de l'activité de prêt aux fonds à effet de levier, donc aux hedge funds, avec un niveau de risque élevé qui exploite les anomalies du marché et les failles de la réglementation financière. Selon le cabinet d'analyse financière Eureka Hedge, les hedge funds, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont au nombre de 11 500 au niveau mondial. Peu ou pas réglementés, leurs pratiques sont dans le meilleur des cas peu transparentes, dans le pire franchement opaques, notamment quand elles concernent les produits dérivés qui s'échangent le plus souvent de gré à gré, sans passer par des plateformes de trading organisées et échappent donc à une grande partie des contrôles. Rappelons en outre que la moitié des hedge funds sont implantés dans les paradis fiscaux ou en offshore, non seulement à cause des avantages fiscaux qu'ils en retirent, mais également afin de permettre aux investisseurs d'investir où ils le souhaitent en échappant aux instruments de régulation. On sait enfin qu'un certain nombre de ces fameux hedge funds ont tiré profit de la crise, notamment en spéculant sur les dettes souveraines des pays en difficulté. En l'absence de mesures d'encadrement rigoureux de ces pratiques par nature spéculative, il nous semble sage d'adopter le présent amendement de cantonnement des activités de prêt des banques à ces fonds d'investissement. C'est un amendement de vigilance et je sais que plusieurs de nos collègues partagent ce souci. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, sur le 50, s'il vous plaît. Chers collègues, je pense que le fait de prévoir la filialisation d'un pourcentage des activités de marché répond en fait largement à votre souci. L'ensemble des activités faites avec les hedge funds ne sont pas forcément systématiquement de nature spéculative et les risques des débordements sont prévus par le pourcentage de filialisation. Donc je crois que c'est un amendement qui n'est pas nécessaire au vu de l'équilibre du texte à ce stade. Je vous invite à le retirer, sinon avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. L'avis du gouvernement sur le 50. Le même. Merci. Il est maintenu. Je le mets aux voix. Avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Contre? Il n'est pas adopté. Amendement 38 n'est pas défendu. Le 103 non plus. Numéro 63. Monsieur Paul, vous avez la parole. Oui, monsieur le ministre, nous apprécions évidemment la façon dont le gouvernement a accepté tout au long de ce débat de donner dans la législation française, et c'est aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un combat européen essentiel en ce moment, des armes de lutte contre les paradis fiscaux. Et donc nous proposons, à travers cet amendement, d'en rajouter une supplémentaire qui viendrait en cohérence avec les engagements de transparence bancaire pris par le gouvernement. Proposons donc que soit cantonné dans la filiale des banques, dans les filiales des banques, les opérations qu'elles réalisent pour leur propre compte, avec une contrepartie située dans les États qu'on qualifie aujourd'hui de non coopératifs.
Encore une fois, c'est un amendement qui pourrait donner une arme supplémentaire, effectivement, à notre législation. J'ai bien entendu, en revanche, la manière dont l'opposition appréciait, elle, l'offensive qui est menée contre les paradis fiscaux. J'ai bien entendu que M. Lamour, tout à l'heure, dans la discussion générale, qui nous donne l'impression qu'il était urgent de ne rien faire. Eh bien, nous pensons que la loi telle qu'elle est aujourd'hui en train d'être construite ici va donner des armes considérables pour permettre une sortie progressive des banques françaises et européennes des paradis fiscaux. Nous proposons simplement d'aller un peu plus loin et un peu plus vite. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, sur l'amendement 63. Alors, mon cher collègue, je pense que, évidemment, nous avons tous compris l'esprit de votre intervention. Et en fait, le fait que vous mettez l'accent sur les deux aspects importants de la loi, c'est-à-dire à la fois la question de la filialisation et la question de la lutte contre les paradis fiscaux. Et vous les rejoignez, et c'est ça en fait la difficulté à mes yeux, c'est que je pense que le choix qui a été fait de raisonner en filialisation, en séparation des activités par activité, et non pas par nature géographique du tiers qui fait partie de l'opération en question, rend très difficile techniquement et même d'une certaine façon en termes de résultats attendus, le fait de filialiser des activités avec uniquement les États non coopératifs. On a choisi de rester dans une logique de séparation des activités et non pas une logique, on va dire, de prise en compte du risque du client ou en tout cas de l'autre partie à l'opération. Par ailleurs, le ministre nous a annoncé des avancées très fortes en matière de FATCA européen. Je pense que, d'une certaine façon, gardons la logique de l'article 1er qui raisonne par activité et appuyons-nous sur les avancées du FATCA européen pour répondre très rapidement en pratique au souci qui est le vôtre, qu'il n'y ait pas d'activité avec les États non coopératifs dans un futur très proche. Donc c'est pour ça que je vous invite à retirer votre amendement pour préserver la logique du texte et en même temps, je crois qu'encore une fois, le ministre va s'exprimer peut-être, que le FATCA européen répondra largement à votre souci. Monsieur le ministre, votre avis, l'avis du gouvernement sur le 63. Non, moi aussi, je demanderai à M. Paul de bien vouloir retirer son amendement exactement au titre des mêmes explications. Nous allons progresser dans la même direction avec, je pense, une voie qui sera plus efficace encore et qui répondra à votre préoccupation, monsieur le député. Monsieur Paul, vous avez la parole. Oui, cet amendement avait été évidemment déposé avant que le ministre, dans sa déclaration en début de discussion, fasse état de ces avancées européennes et de la volonté très nette de la France de les amplifier encore dans les mois qui viennent. Mais je crois qu'il est important quand même dans la suite de ce débat, alors on y reviendra tout à l'heure au moment de l'article 4 bis qui concerne là plus directement effectivement les activités des filiales des banques. Je crois qu'il est très important, monsieur le ministre, qu'on puisse d'une part quand même fixer un cap ou un objectif. Et c'est vrai que l'idée que c'est bien vers une sortie progressive des paradis fiscaux pour les banques françaises et les banques européennes que nous voulons aller. Je crois que ça doit être vraiment un objectif qu'il faut s'assigner. Et c'est vrai que nous serions très fiers que ce soit pendant cette législature qu'on le dise et qu'on le fasse. Et deuxièmement, là je réponds plus directement à la rapporteure, sur le plan pratique, on voit bien que ce que nous allons faire avec l'article 4 bis, c'est mettre sous la pression de l'opinion publique nationale, européenne et mondiale, l'activité des filiales des banques dans les paradis fiscaux. On le sait, certaines grandes banques françaises ont aujourd'hui des dizaines de filiales dans les paradis fiscaux. Donc elles auront obligation de rendre des comptes sur ces activités-là, comme les autres banques européennes, nous le souhaitons. Mais il y a un effet de tenaille qui n'est peut-être pas encore suffisamment réalisé dans la loi. C'est pour ça que les règles européennes seront essentielles. Il faut à la fois effectivement mettre en lumière l'activité des filiales des banques dans l'ensemble des pays du monde, c'est le sens de l'article 4 bis, mais il faudra probablement également, progressivement, par prohibition ou par des mesures comme celles que nous proposions ici, faire davantage en direction des pays les moins coopératifs. Monsieur le député, excusez-moi, mais retirez-vous votre amendement? Il est retiré. Donc le 63 est retiré. Amendement numéro 16, monsieur Giraud, vous avez la parole. Il tombe, Madame la Présidente, puisque l'amendement 15 n'a pas été adopté. Alors là, vous me posez une colle. C'est bon?
Donc il ne tombe pas, mais il est retiré, me souffle-t-on. Amendement en discussion commune. Le 35 n'en est pas défendu. Monsieur Giraud, amendement numéro 18. L'amendement 18 a trait au trading à haute fréquence. Bon, il s'agit tout simplement, au travers de cet amendement, d'interdire toutes ces activités de nature spéculative et dangereuse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le projet de loi n'interdit que les activités qui sont taxables au titre de l'article 235 ter ZD du BIS du Code général des impôts, c'est-à-dire une partie infime des activités de trading à haute fréquence. Et comme ces activités correspondent à des ordres de marché qui sont parfois passés en moins d'une demi-seconde et qui n'ont aucune traçabilité, la prudence veut que le trading à haute fréquence soit purement et simplement interdit puisqu'il s'agit d'une délinquance potentielle sur les économies. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis sur le 18, s'il vous plaît. Oui, monsieur le député, vous souhaitez élargir le champ du trading haute fréquence qui serait amené à être interdit. Je comprends la logique de votre intervention. Toutefois, je pense que ce n'est pas opérationnel par rapport au fonctionnement encore on le met sous pression, mais au fonctionnement encore des marchés financiers. Par ailleurs, je crois que c'est l'occasion de souligner, ce que je n'ai pas fait dans mon propos liminaire, l'importance du travail du Sénat sur cette question du trading haute fréquence, puisque le Sénat a regroupé plusieurs dispositions relatives à l'encadrement du négoce à haute fréquence pour justement, notamment, lutter contre l'annulation d'ordre qui correspond à peu près à 90% du trading haute fréquence actuellement. Donc je pense qu'on avance très rapidement sur ce sujet. Je pense que ça fait partie des choses qui, au niveau notamment de la directive CRD4, vont être abordées de manière transversale en Europe et notamment sur la place de la City. Et je crois que attendons pour aller plus loin encore les conséquences européennes et ne déstabilisons pas notre texte actuellement. Je vous invite à retirer votre amendement ou alors avis négatif, défavorable. Pardon. Merci. Avis du gouvernement sur l'amendement 18, monsieur le ministre. Le même. Même avis. Monsieur le député, retirez-vous votre amendement? Non, je maintiens cet amendement parce qu'il s'agit d'un principe. Je crois qu'il faut que nous donnions un signal, notamment à l'Union européenne, et au travers de cet amendement, nous donnons un signal très fort. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 18 avec avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Sansu, vous avez la parole sur l'amendement numéro 51. Merci, Madame la Présidente. Nous avions eu de nombreux débats en première lecture concernant la spéculation financière sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles. Poursuivant ce travail, le Sénat a notamment décidé d'étendre les mesures de sanction des abus de marché adoptées à notre initiative aux pratiques de manipulation de cours de matières premières. Il a également été inscrit un principe de limite de position visant à lutter contre l'extrême volatilité des prix alimentaires. Nous nous réjouissons donc des progrès réalisés compte tenu de l'impact des activités bancaires sur les marchés agricoles et alors que le respect du droit à l'alimentation de centaines de millions de personnes est en jeu. En commission la semaine dernière, le dispositif a été encore complété de l'interdiction faite aux banques de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles. Les banques auront également l'obligation d'indiquer dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter de participer à la spéculation sur le cours de matières premières agricoles. Si elle est bienvenue, cette mesure de transparence ne nous interdit nullement de franchir un pas supplémentaire en interdisant la spéculation sur les matières premières agricoles. Car si le projet de loi interdit la spéculation sur produits agricoles pour compte propre, il ne touche nullement aux opérations visant à structurer un produit et de le vendre à des clients. Alors, je pose une question, parce que nous ne sommes pas sûrs de la réponse, une question à la fois au ministre et à notre rapporteur. Est-ce que les mesures de transparence adoptées à l'article 4 quinquies B permettent de pallier cette éventualité? Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, sur l'amendement 51, s'il vous plaît. Je crois pouvoir répondre oui à votre question, chers collègues. Nous y reviendrons lors de l'examen de l'article 15 B. Je crois quand même que les avancées en matière de lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles sont non seulement très fortes, à mes yeux même d'ailleurs presque étonnant de force dans ce texte, que ce que vous recherchez est vraiment bien déjà prévu dans les articles tels qu'ils existent. Et je vous invite à retirer à ce stade votre amendement et nous reprendrons la discussion à l'article 4 quinquies B. Merci. Avis du gouvernement sur le 51, monsieur le ministre. Le même, je suis la rapporteure. Monsieur le député, il est retiré? Le 51 est retiré. Amendement numéro 5, monsieur Alauzet. Monsieur Alauzet, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, sur le même thème. Cet amendement vise à interdire les fonds indiciels sur les matières premières agricoles qui visent à la couverture des risques de volatilité des cours, mais qui contribuent
eux-mêmes justement à cette volatilité. Alors je reconnais que cet amendement, on pourrait le qualifier d'assez entier, mais il n'empêche que c'est assez difficile de distinguer les fonds qui sont purement spéculatifs des autres. Sachez simplement qu'entre 1996 et maintenant, en 15 ans, la part des fonds vraiment pour la couverture était de 88% et passée à 35%. Voilà. Et le reste, c'est devenu de la spéculation qui contribue également à la hausse des prix. Enfin, tout ça est un cercle vicieux qui serait convenable d'arrêter. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des amendements. Le Sénat fait progresser les choses. D'autres amendements vont arriver ensuite pour faire progresser les choses. Mais voilà, il fallait pointer. On ne peut pas compter que sur les banques pour se réguler, malheureusement. Quand Oxfam a dénoncé un certain nombre de pratiques, certaines banques, dans les jours qui ont suivi, ont renoncé à certains fonds indiciels. Donc on voit bien qu'elles ne sont pas non plus très à l'aise avec ces produits. Merci. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, sur l'amendement numéro 5, s'il vous plaît. Oui, je veux dire à mon collègue que nous avons tous conscience, et je crois que le débat qui s'est noué sur cette question-là au cours et de la première lecture et du début de la deuxième lecture montre que nous avons bien en tête la problématique posée. Je rappellerai simplement que la volatilité du prix du blé est plus importante que la volatilité du prix du pétrole au cours de la période récente, ce qui en soi constitue un scandale. Toutefois, comme j'ai répondu à l'instant à M. Sansu, je pense qu'on a fait des évolutions assez importantes sur ces questions-là. Ce que je vous propose, c'est déjà qu'on voit si l'ensemble des mesures de l'arsenal anti-spéculation sur les matières premières agricoles qu'on met en place dans cette loi ne change pas profondément ce qui, à mon avis, va se passer, les mécanismes en question. Regardons déjà l'application et les conséquences de tout ce que nous mettons en place, notamment l'interdiction de détention de stocks physiques. Et il sera toujours temps, si véritablement tout ce que nous avons inventé à l'occasion de cette loi ne trouve pas d'apport, il sera temps de rouvrir le débat. Donc je crois qu'à ce stade, je vous invite à retirer votre amendement, sinon avis défavorable, mais on aura de toute façon une suite dans cette affaire, notamment au moment de la loi d'application. Du rapport d'application. Pardon. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur le numéro 5, s'il vous plaît. Le même. Le même. Monsieur le député, retirez-vous. Il est retiré, le numéro 5. Amendement numéro 19, monsieur Giraud. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Il s'agit tout simplement des sanctions qui sont relatives aux banques qui n'assuraient pas correctement la séparation des activités bancaires, donc de manière satisfaisante. Il est prévu dans ce cas-là que l'agrément peut être refusé. Nous proposons que la palette des sanctions soit élargie et que l'on puisse également imposer en cas de problème les sanctions qui sont prévues aux articles L612, 39 et 40 du Code monétaire et financier. Merci, Madame la rapporteure. L'avis de la Commission sur le 19, s'il vous plaît. Je crois que la demande de notre collègue est satisfaite, puisque justement l'article 612-39 dit explicitement que le pouvoir de la CPR s'exerce envers toute personne qui a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller. Donc en fait, je crois que votre demande est satisfaite déjà et je vous invite à retirer votre amendement. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre, sur le 19. Oui, je crois qu'il est satisfait, en effet. Merci, monsieur le député. Le 19 est retiré. Je mets donc aux voix l'article 1er ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 4. L'amendement numéro 73 n'est pas défendu. Je mets donc aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? L'article est adopté. Article 4 bis A. Amendement numéro 6. Monsieur Alauzet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Cet amendement vise simplement à restaurer un élément qui était présent en première lecture, qui a été supprimé par le Sénat, qui consiste à soumettre à nos assemblées, Assemblée nationale et Sénat, la liste des États et territoires non coopératifs chaque année, de façon à ce que nous puissions en débattre. Vous voyez bien depuis quelques mois, quelques semaines, que ce problème prend une acuité toujours plus forte et que nous devons vraiment être au cœur de ces débats autour de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux. Donc voilà, il faut que nous soyons très présents sur ce dossier. Merci, monsieur le député. Je mets en discussion commune, j'avais oublié de le dire, le 92 rectifié. Monsieur Bachelet, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un peu le retour, sinon du refoulé, du repoussé. Parce que cet amendement, qui est désormais soutenu par le groupe SRC, avait été adopté en première lecture
Et puis, la commission des finances du Sénat lui a fait un sort. Il s'agit de permettre, ça a été fort bien dit par le collègue Alauzet, un débat dans les commissions des finances et des affaires étrangères, en présence du ministre, à l'Assemblée et au Sénat, sur l'actualisation de la liste française des territoires et des États non coopératifs. Si l'on veut lutter efficacement contre les paradis fiscaux, les territoires gris et noirs de la finance, on a besoin de la liste la plus complète, la plus fiable et donc la plus actualisée possible. On a en France une liste de 8 pays, mais on a des listes qui sont, j'allais dire, sinon contradictoires, en tout cas distinctes. Je pense à celle de l'OCDE, je pense à celle du Tax Justice Network. Or, certains établissements sans scrupules se jouent des contradictions entre ces différentes listes. Il s'agit donc là d'avoir la capacité de s'adosser à une liste nationale. C'est une double réponse, cet amendement, à l'exigence de transparence face aux paradis fiscaux et puis d'efficience du travail parlementaire. Bref, c'est un amendement contre la finance et pour le Parlement. Ce sont deux bonnes raisons de l'adopter. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis sur ces deux amendements 6 et 92 rectifiés, s'il vous plaît. On me reproche parfois mon manque d'écoute, voire un défaut d'être un peu trop têtu. Eh bien là, vous m'avez convaincu, chers collègues. Mes chers collègues, vous m'avez convaincu. J'avais donné un avis assez réservé en première lecture. Et je comprends effectivement que ce sujet est un sujet important. Pour des raisons d'écriture, sur le fond, je suis d'accord avec les deux amendements. Pour des raisons d'écriture, j'inviterai mes collègues à suivre la rédaction de l'article 92 qui rétablit cette discussion sur la liste des États non coopératifs. Avis favorable sur le 92. Et sur le numéro 6, madame la rapporteure. Pour des raisons d'écriture, je vous propose de ne pas suivre l'amendement 6, mais de suivre l'amendement 92. Donc, l'avis du rapporteur est défavorable. Sur le 6, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Moi aussi, j'avais été assez réservé en première lecture, non pas sur le fond, mais parce qu'il me semble qu'en réalité, nous avons déjà d'autres occasions de débat sur ce sujet-là et qu'il risque d'y avoir des redondances. Le Sénat avait du coup supprimé cet amendement, je crois animé par le même souci, mais je comprends que le groupe SRC insiste. On aura peut-être deux débats. Mais c'est toujours avec plaisir. Donc, je m'en remets avec votre sagesse. Sur les deux amendements, donc je mets aux voix le numéro 6. Monsieur Paul, pardonnez-moi, vous avez la parole. Oui, Madame la rapporteure, je me réjouis que vous veniez effectivement à cette idée qu'il faut des listes d'États non coopératifs pour assurer réellement l'offensive contre les paradis fiscaux. Je vois que cette prise de conscience, effectivement, se fait très vite. Et en première lecture, vous aviez inventé l'effet de ciseaux qui théorisait en quelque sorte, effectivement, le rapport entre les banques et leurs filiales. Là, nous sommes en train d'inventer la tenaille. C'est-à-dire que pour les paradis fiscaux, effectivement, il y a une obligation de transparence par le haut, publicité, compte rendu précis chaque année par les banques, et on le verra tout à l'heure par les entreprises multinationales, de leurs activités sur l'ensemble des pays, et puis également une liste la plus précise possible, la plus complète possible, débattue au Parlement, qui permet en quelque sorte de prendre en tenaille les activités des banques quand elles agissent dans les paradis fiscaux. Voilà, je me réjouis que cet amendement ait l'accord du gouvernement, sous le regard très passif de l'opposition, qui croit que quand on combat les paradis fiscaux, on fait du gauchisme. Eh bien non, monsieur Lamour, on fait simplement un exercice de législateur républicain. Voilà. Merci, monsieur le député. Monsieur Alauzet, vous avez la parole. Oui, ben moi je vais ajouter une gomme à l'arsenal, puisque ce sont bien l'outil de la couturière que du menuisier, puisque le collègue Bachelet avait rédigé notamment cet amendement en première lecture. On va s'effacer, un petit coup de gomme. Voilà. Bon. Donc je retire l'amendement. Le numéro 6 est retiré. Monsieur le ministre. Oui, je me disais bien que j'oubliais quelqu'un. Je ne suis pas vraiment spécialiste en bricolage, mais je voudrais juste dire à monsieur Paul, non, dire qu'il m'a tout à fait convaincu, ce ne serait pas honnête de ma part, mais ma sagesse suffira, j'espère. Merci. Monsieur Vernier, vous avez la parole. Oui, moi je crois qu'il est des fois où la sagesse est assez symbolique, monsieur le ministre et madame la rapporteure.
Parce que dans les situations qu'on vit aujourd'hui et des efforts qu'on demande à certains, voir votre sagesse s'appliquer à cette liste, me semble un signe tout à fait positif qu'on demande à ceux auxquels on demande le plus d'efforts. Donc moi, je me réjouis que vous puissiez vous ranger à cette idée. Merci, monsieur le député. Monsieur Lamour, vous avez la parole. Oui, après un de ces nombreux moments d'autosatisfaction, mais je crois qu'on va y avoir droit jusqu'à à peu près 2-3 heures du matin, donc faut qu'on s'habitue. Continuez, d'ailleurs, vous êtes super, je vous assure, passe-moi le sel, etc. C'est remarquable. Continuez. Ouais, ça doit être une sorte de tenaille, oui, mais alors des tenailles à plusieurs plans, sur à plusieurs s'il mains. vous plaît. Voilà, vous avez raison. Enfin, en tout cas, à plusieurs niveaux. Non, mais je sens que ça vous fait plaisir, Monsieur Paul, donc j'insiste sur le sujet, d'autant plus que vous m'avez interpellé tout à l'heure. Franchement, je ne vous avais rien dit, j'avais fait aucune remarque. Pour une fois. Disons que j'ai un crédit. On verra ça pour plus tard. Au-delà de cet échange et de ce début d'intervention, j'entends bien ce débat. J'ai lu d'ailleurs l'exposé des motifs. J'ai toujours pas très bien compris d'ailleurs la conclusion de ce débat. Vous le dites d'ailleurs très bien dans l'amendement qui va donc, semble-t-il, être voté, puisqu'il s'agira du 92. Vous dites, voilà, il existe plusieurs listes, parfois contradictoires, françaises, G20, listes d'organismes divers comme la Tax Justice Network notamment. Donc, si je comprends bien, on va en faire une énième. C'est bien ce qui... C'est une spécifique Parlement français. Vous m'expliquerez effectivement, au-delà de se faire plaisir et de débattre à nouveau, quel est l'intérêt de M. Bachet, je vous sens énervé de mon propos, encore une fois, de créer une liste, débattre, pourquoi pas débattre, mais créer une nouvelle liste, sous quelle forme et comment effectivement sera-t-elle appliquée aux établissements français, à d'autres? Comment est-ce qu'effectivement, là aussi, vous allez pouvoir l'imposer au niveau de l'Europe et au niveau du réseau mondial bancaire? Ça c'est une autre histoire. Merci, monsieur le député. Je mets donc aux voix ce 92 rectifié avec l'avis favorable du rapporteur, de la rapporteure et sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Ça, non.